Mesdames et messieurs, chers amis et chers camarades, je veux remercier bien sûr le maire de Saint-Herblain, Bertrand Affilé, qui accueille ce soir cette réunion où je vais présenter et peut-être en débattre avec vous, nous pouvons le faire dans cette salle, les propositions d'une sorte, c'est vrai, de renouveau de la gauche dont nous avons besoin. Je veux te remercier, monsieur le maire, cher Bertrand, pour ton soutien, à la fois franc, direct, chaleureux, bienveillant, j'ai apprécié ce mot. Nous en manquons dans cette société actuellement de bienveillance, et cet état d'esprit est le moyen par lequel nous pouvons réunifier beaucoup plus que nous-mêmes, et réunifier l'ensemble du pays. Merci de ton soutien, merci à l'ensemble des élus et à toi, Bassem, adjoint au maire de Nantes, avec d'autres élus ici que je distingue, que je remercie, que je reconnais, de la région, du département, on ne dit plus agglomération, on dit de la métropole nantaise, en vous remerciant chacun d'entre vous pour votre présence, engagement. Nous sommes arrivés à un moment d'analyse, de réflexion, mais bientôt d'engagement. Parce que la situation du pays est sérieusement troublée, la confusion à gauche est totale, et pourtant j'ai fait le choix de construire d'abord un point fixe qui s'est mis en mouvement. Un point fixe, c'est d'abord la cohérence de position politique, mais surtout le désir de construire, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la difficulté des tempêtes qu'il faut affronter, car nous avons besoin de dire aux Français que nous avons un projet, que nous avons des propositions et que nous pouvons parfaitement les réunir autour de nous. Je repense, puisque c'est le moment des commémorations, et j'ai entendu beaucoup de choses qui rappelaient François Mitterrand, puisque nous fêtons, ou nous commémorons plutôt, le centenaire de sa naissance. Et je me souviens que le 21 mai 1980, j'avais 18 ans, c'était la première fois que j'allais voter, j'avais collé les affiches de François Mitterrand dans la 304 de mon père, immatriculé dans la Côte d'Or, parce que nous habitions dans la région dijonnaise à l'époque, j'étais étudiant en droit, je venais de passer mon bac, et avec mon chien très pacifique, nous arpentions avec le seau de colle le canton de Gevrey-Chambertin. Vous voyez l'ambiance. Et ce 21 mai 1981, le président de la République, qui a fait le chemin depuis la Nièvre, dont je suis natif, jusqu'à Paris, déclarait, arrivant au palais de l'Élysée, que la majorité politique venait de s'identifier à sa majorité sociale. Il ajoutait, c'est tout un peuple qui doit se sentir appelé à exercer les pouvoirs qui sont en vérité les siens. Il avait imaginé que, fort de la contestation qu'il avait adressée au régime, puis aux différents pouvoirs qui s'étaient succédés à la tête du pays, qu'il était temps qu'une ère nouvelle s'ouvre, et il ouvrit cette ère. Bien sûr, il y a eu les échecs, il y a eu les affaissements, et les moments de désespoir, de rebond. Mais je crois que l'héritage est celui fondamental de la capacité à exercer le pouvoir, il nous l'a légué, à montrer qu'il est possible de transformer au quotidien la vie des Français, changer une partie de la vie, peut-être pas toute la vie, et surtout, il a légué la méthode, qui nous est précieuse aujourd'hui. Et je voudrais que nous y repensions ensemble un instant. Il a imaginé que rien ne pouvait se faire sans l'union des forces de la gauche. D'ailleurs, Lionel Jospin a repris la gauche plurielle après l'union de la gauche. Il a imaginé qu'à cette époque, il était possible, rendez-vous compte du crime, de faire gouverner ensemble un ministre communiste, Jean-Claude Guesseau, avec Dominique Strauss-Kahn, un ministre vert, Dominique Voynet, avec Jean-Pierre Chevènement. Et vous voyez que par cet alliance, construction collaborative, dirait-on maintenant dans la nouvelle économie, il y a eu là des résultats hors du commun. Le chômage a baissé d'1 million,
presque de 3%. La croissance a été plus que supérieure à celle de tous les autres pays européens, nos amis, voisins et partenaires, et des solutions originales ont été imaginées pour résoudre les problèmes quotidiens de nos compatriotes. Alors bien sûr, nous repensons ensemble à notre histoire qui doit nous servir à tirer des leçons et des enseignements. Le 21 avril 2002 en est une. Et nous voyons approcher à grands pas, au fur et à mesure que les semaines se déroulent, le cauchemar répété d'un 21 avril 2002, répété, amplifié, peut-être puissance 10, où l'élimination programmée serait à nouveau à l'ordre du jour pour la gauche. La gauche ne seront que l'arbitre, ou les électeurs de gauche, n'étant que l'arbitre du choix entre la droite et l'extrême droite. Je ne crois pas que ce scénario soit une fatalité. C'est le sens de ma candidature. Je me souviens des mots de Pierre Mauroy dans la campagne de 2002, lorsqu'il déclarait « Le mot ouvrier n'est pas un gros mot, le mot de travailleur appartient à notre tradition, à notre histoire. » Où sont-ils, les ouvriers de Florange aujourd'hui, qui tournent le dos au président de la République? Est-ce que nous ne devons pas penser d'abord à ça, aux classes populaires oubliées de l'économie? La mondialisation a fait de sérieux dégâts. Nous devons donc la regarder en face, ne pas tricher avec sa réalité cruelle. Et en même temps, ils attendaient que l'État soit fort et que la politique soit devant l'économie, plus forte que l'économie, pour parfois imposer la force des verdicts démocratiques, plus forte que cette loi de l'économie, cette loi invisible que nul ne connaît mais que tout le monde enseigne et à laquelle nous devrions tous nous soumettre. Il y a des lois implicites non délibérées. Ce sont celles que vous devez accepter sans que jamais vous ne soyez consultés. Et il y a les lois que les hommes ont décidé d'écrire ensemble. Croyez-vous que la démocratie devrait succomber à ces multiples traités de libre-échange qui mettent en concurrence nos pays, nos modèles sociaux, nos choix démocratiques? Et est-ce que le sens de la souveraineté, une conquête de la Révolution française, lorsque ces Français qui ont montré au monde leur capacité d'écrire leur propre histoire, inscrire leur destin dans leur vie, ont décidé d'inventer la souveraineté reprise au roi pour la fonder pour eux-mêmes? Et est-ce que c'est un gros mot que de dire « Ah, il est pour la souveraineté !» Ben oui, je suis pour la souveraineté, comme Lamartine, comme Jean-Jacques Rousseau, comme Voltaire, comme tous ceux qui ont imaginé que nous avions des choses à décider pour nous-mêmes. Qu'on le fasse de façon partagée avec nos amis européens, ou que nous le fassions pour nous-mêmes, au plan local, avec les citoyens, ou dans le cadre d'une nation, là où la démocratie peut s'exercer. Je me souviens d'ailleurs des référendums multiples qui ont été contournés et qui ont provoqué d'ailleurs ce sentiment de rébellion qui commence à apparaître vis-à-vis de l'Union européenne. Le traité constitutionnel européen a été rejeté massivement par les Français. Les Français, on m'interroge souvent, on me dit « mais il n'y a pas... Quelle est votre position sur le Brexit? Est-ce que vous voulez que la France fasse des référendums sur l'Union européenne et le sens de s'y maintenir ou pas ?» Je dis « mais nous avons déjà voté sur l'Union européenne. Nous sommes pour l'Europe, mais nous ne sommes pas d'accord avec son contenu. » Et les Français se sont exprimés massivement, mais on vote oui, ou plutôt on vote non, mais on fait le oui, puisque le traité de Lisbonne a été adopté par la voie parlementaire. Je fais partie de ceux qui ont voulu respecter le verdict populaire, n'ai pas prêté mon suffrage de parlementaire à cette décision de transposer le traité tel qu'il avait été rejeté par les urnes et le verdict populaire. Cela est fondamental dans une démocratie lorsque nous voulons la refonder. C'est que le verdict populaire est sacré, ou alors il ne faut pas l'interroger. Gardons-nous de faire des référendums si nous décidons de les piétiner. Là aussi, il s'agit d'une allusion très nette à quelques événements qui nous concernent de près ou de loin. Si nous ne voulons pas, décidons que les élus décideront, et lorsque là, ils feront. Mais si nous consultons, acceptons l'augure, la mauvaise ou la bonne, c'est chacun qui le décide, et on décide, de ce que nous voulons faire ensuite. Eh bien, c'est le verdict qui décide. Cette souveraineté reprise
évoqué, comme on aurait pu le dire dans l'ancien droit, c'est finalement le droit pour le souverain de temps en temps de reprendre le pouvoir, de l'exercer pour lui-même et d'affirmer sa position par-delà les délégations auxquelles il a pu consentir à ses élus légitimes, tout aussi légitimes d'ailleurs soient-elles. Alors je repense évidemment à ce que nous avons inventé avec les primaires, puisque référendum, souveraineté, tous les jours nous sommes visités par la démocratie, ses problèmes, son sens et le désir profond que les Français et les Européens expriment de vouloir être plus forts que tout ce que le monde inflige à la condition humaine. Je pense évidemment aux primaires. Nous avons décidé, j'en ai été l'un des inspirateurs au Parti Socialiste, dans le cadre de la rénovation, à l'époque imaginée par le Parti Socialiste. J'ai même été en stage chez Barack Obama. Et le Parti démocrate, nous avons passé un week-end à Washington, c'était tout à fait passionnant, où ils nous ont expliqué comment ils avaient recréé finalement l'engouement chez les Américains qui avaient déserté les urnes par une nouvelle forme de mobilisation sociétale dans les choix politiques de la primaire. Je me suis donc bien renseigné, j'ai pris des notes de façon studieuse. Rentré à Paris, nous avons inventé les primaires de la gauche. Et il y a encore un an, les gens de droite sont venus me voir en disant « Comment vous avez fait pour que ça marche ?» Ben, c'est très simple. D'abord, quand il y a un verdict, il faut qu'il soit constitué de façon transparente, honnête, loyale, et avec des règles de rassemblement à l'issue. Bon, et puis surtout, qu'il n'y ait pas de contestation du verdict. Et s'il y a un verdict, qu'il soit net, clair, et qu'il s'impose à tous. Finalement, l'esprit des primaires a permis à la gauche de gagner en 2012. Il n'y a pas de raison que l'esprit des primaires ne nous permette pas de nous rassembler et de nous construire le chemin, la voie vers laquelle nous pouvons, cette fois aussi, l'emporter. J'entends beaucoup de Français de gauche qui nous disent « Je vais aller à la primaire de la droite ». Alors bon, je leur dis donc vous voulez réformer la gauche en participant à la primaire de la droite? La belle affaire. Êtes-vous bien sûr d'avoir lu le programme? Avez-vous demandé le programme? Je crois que tu l'as lu, Bassem. Je l'ai regardé pour vous, vous me permettrez d'en faire un léger résumé. Certains me disent « Ah, il faut aller voter Alain Juppé pour écarter le spectre Sarkozy. » Je crains qu'il ne soit déçu une fois Alain Juppé désigné, car les programmes sont strictement siamois. Sur le plan économique, Alain Juppé propose entre 85 et 100 milliards de coupes budgétaires, soit un nouveau programme d'austérité. Nous avons connu l'austérité fiscale, voici l'austérité budgétaire, amplifiée à la puissance 2 ou 3. Allez-vous vous déplacer pour voter et soutenir un tel programme? Non. Je vois que vous réagissez, vous commencez à réagir. Monsieur Juppé propose un plan social de 250 000 fonctionnaires. Alors, il y a une nuance entre Bruno Le Maire, François Fillon, Nicolas Sarkozy. C'est à la centaine de milliers près de fonctionnaires. On va les prendre chez nos amis les infirmières qui sont en burn-out et surcharge de travail dans les hôpitaux publics, chez les policiers, chez les professeurs des écoles, là où les contre-performances en termes d'échecs scolaires signalent la France de plus en plus comme étant préoccupante. Où allons-nous prendre ces fonctionnaires? Allez-vous vous déplacer pour soutenir un plan social de 250 000 fonctionnaires, destruction des services publics? Est-ce que vous allez vous déplacer? Non. Ah, je vois que même à Saint-Herblain, soudain, la conscience s'allume à nouveau. Monsieur Juppé propose la suppression de l'impôt sur la fortune et l'augmentation de la TVA. En clair, c'est le programme inverse de Robin des Bois. Robin des Bois prenait aux riches pour donner aux pauvres, Monsieur Juppé prend aux pauvres pour donner aux riches. Allez-vous vous déplacer pour soutenir le programme de Monsieur Juppé dans la primaire de la droite? Non. Ah, je vois qu'à Saint-Herblain, l'impôt sur la fortune commence à réveiller les consciences. Figurez-vous que Monsieur Juppé propose un contrat de travail qui contient la modalité de licenciement une fois le jour même de votre signature à l'embauche. Une sorte de méga loi El Khomri dans le corps même du contrat de travail que vous signez. Allez-vous non seulement vous déplacer pour voter le contrat de travail de M. Juppé à la primaire de la droite? Non.
et en plus payer 2 € pour un tel programme. Non, vous paierez cash vos déceptions et je vous propose que nous emmenions le pays dans une autre direction. D'abord, nous voyons bien, et c'est la première grande décision, je voudrais vous donner 3 grandes décisions sur lesquelles il est nécessaire d'avancer ensemble. Et je voudrais ce soir les amener à la discussion avec vous, si vous le, puisque je vous vois interactif et participatif en répondant aux interjections de l'orateur. La première grande décision, c'est mettre fin à l'austérité. C'est une question fondamentale. Parce que l'austérité, on fait semblant. On dit que ce n'est pas tout à fait une austérité, c'est pas vrai. Regardez, en Italie, ils ont baissé les salaires. En Grèce, ils ont diminué les pensions. En Espagne, ils ont fait les deux. Nous, ce n'est pas le cas. Ça se discute, et c'est même assez clairement tranché aux yeux de l'ensemble de ceux qui observent au plan mondial ce qui se passe dans la zone euro. Toute la zone euro est aujourd'hui en situation d'économie aplatie, où on détruit du capital, on n'a pas retrouvé le niveau d'avant-crise, l'investissement atone et le chômage continue d'augmenter. Bien sûr, un mois ça monte, un autre ça descend, certes, enfin la tendance, c'est que depuis maintenant 4 ans et demi, il y a 1 million de chômeurs de plus en catégorie A, B, C. Le chômage a explosé. Sous Sarkozy, c'était en 5 ans, le chômage a augmenté d'1 million en catégorie A, B, C. Les comparaisons sont donc très cruelles. Qu'est-ce que l'austérité? C'est la situation par laquelle on décide de retirer finalement une partie de la richesse pour rétablir les comptes publics comme étant la priorité absolue de toutes les autres politiques. Et si on décide de se consacrer exclusivement à la dette comme une sorte d'obsession, au déficit public comme une sorte de mantra, eh bien, vous décidez finalement de vous comporter dans les choix politiques qui sont les vôtres comme une sorte de surendetté dont le seul projet est de rembourser ses dettes. Or, nous savons qu'aucun pays n'est sorti de la crise par des mesures d'austérité. C'est même le FMI, qui n'est pas une officine d'orientation, j'allais dire, idéologiquement progressiste, qui le dit. Qui dit « Nous souhaitons que les mesures de rétablissement des comptes publics dans la zone euro s'arrêtent car on prolonge inutilement les difficultés de cette zone par des erreurs de politique économique. » C'est le langage utilisé par Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, ancien conseiller de Bill Clinton, président de la Banque mondiale. Vous entendez ce que raconte l'OCDE. L'OCDE n'est pas une officine bolchevique. Et pourtant, l'OCDE dit, maintenant, nous sommes arrivés à un moment où il faut que ça s'arrête. Donc mettre fin à l'austérité, c'est sortir enfin de la crise. D'ailleurs, si nous appliquons les règles de l'Union européenne, qui organise cette austérité, auquel nous avons consenti, François Hollande, dans son discours du Bourget, certains peut-être s'en souviennent, je vous invite à le relire, le redécouvrir, a dit fort du mandat des Français, j'irai renégocier auprès de Madame la chancelière d'Allemagne. De renégociation, il n'y eut point, et nous avons vu à quel point, finalement, on a digéré nous-mêmes des règles que nous avions contestées dans la campagne. Et les digérants, nous avons mis en œuvre une politique d'austérité. Et cette politique, elle s'est manifestée sur le plan fiscal. Dans d'autres pays, c'était la baisse, c'est ce que propose M. Juppé, la baisse des dépenses budgétaires. Là, c'est des augmentations d'impôts sur les ménages notamment. Les chiffres sont assez difficiles à accepter. Il y a eu des augmentations en moyenne de 1 650 € par ménage sur 3 ans. Je propose donc que nous mettions fin à cette politique. C'est un choix très important, car il s'agit d'abord de réhabiliter la pensée dite keynésienne. Qui était Keynes, le penseur de Roosevelt, qui a évité, contrairement à l'Europe dans les années 30, de précipiter son pays dans la destruction économique et donc dans une situation où, partout en Europe, qui a choisi au contraire l'austérité et la déflation à cette époque, sont allés dans le nazisme, dans le fascisme, les États-Unis d'Amérique ont protégé ainsi leur démocratie. Ils ont donc décidé de faire des plans d'investissement publics, d'infrastructures,
Ils ont décidé d'augmenter les salaires, ils ont décidé de comprimer la finance avec des lois extrêmement dures contre le système financier, sur lesquelles nous avons vécu presque jusqu'à nos jours. C'est d'ailleurs après la disparition de ces règles financières qu'est née la crise des subprimes, qui nous a précipités à nouveau dans une crise aussi grave que celle de 1929. Le monde entier vit au rythme des choix des États-Unis d'Amérique. L'Europe n'a pas songé s'en excepter ni s'en protéger. Oui, première décision, un plan d'investissement dans les infrastructures. Et si nous pouvons regarder les détails, je suis allé rencontrer la Fédération des bâtiments et travaux publics. Ils nous tiennent, nous candidats, mais je vais accepter leurs propositions, à disposition 1000 projets sur l'ensemble du territoire, portés par les collectivités locales, qui ne sont pas aujourd'hui finançables par les dites collectivités. Des projets d'infrastructures, les ponts, les routes, le ferroviaire, les canaux, les réseaux d'eau et d'assainissement. Ces projets sont de nature à faire travailler les PME territorialisées sur les territoires. Et c'est de la dette avec laquelle nous pouvons financer ce plan d'infrastructure qui est saine, parce qu'elle rapporte de l'activité économique avec ce qu'on appelle un multiplicateur de croissance. Et je dois vous dire que tous ceux qui travaillent sur ces questions ont imaginé de donner des conséquences à ces plans extrêmement favorables. Aujourd'hui, 1% de PIB investi conduit à 3 points de croissance supplémentaires au bout de 4 ans. C'est ce que je veux faire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Didier Leménestrel, président directeur général de la financière de l'Échiquier, un financier. Que rappelle-t-il l'intéressé? Qu'au Japon, c'est 210 milliards de dollars qui sont investis dans les infrastructures publiques, sur budget public. Au Royaume-Uni, Mme May a annoncé 133 milliards d'investissements dans les infrastructures, et Mme Clinton a annoncé dans son programme qu'elle mènerait une politique d'investissement dans les infrastructures de 500 milliards de dollars pour 300 millions d'habitants, c'est-à-dire moins que l'Union européenne. 500 milliards, c'est plus que le New Deal du président Roosevelt. Tous les pays qui sont sortis de la crise ont compris qu'il était nécessaire de relancer l'économie par l'investissement. Commençons par l'investissement. Je propose 20 milliards. Le commissariat au plan a justifié 50 milliards. Le MEDEF réclame, qui réclame des baisses d'impôts, il réclame aussi des dépenses, 50 milliards, 60 milliards. Nous avons donc un consensus aujourd'hui de l'ensemble des grands pays occidentaux qui n'arrivent pas à sortir de la crise ou qui sont sortis et nous ont montré le modèle pour relancer l'économie. Et c'est mon programme de redécollage économique. L'ensemble des économistes qui ont travaillé sur cette question, j'en ai sollicité quelques-uns et non des moindres, le CEPI, l'OFCE, ont fait un travail sur la robustesse du projet. Et ils disent, avec 30 milliards injectés dans l'économie, donc là j'étais à 20, je vais en rajouter 10, je vais vous dire comment, nous pouvons arriver à 2% de croissance de plus en 5 ans, le niveau de la dette diminue de 10 points, le déficit est stable et le chômage diminue d'1,5 point, 500 000 chômeurs en moins. Est-ce qu'il est possible que nous ayons un débat sérieux sur les orientations économiques de ce pays? Est-ce que nous allons continuer à être finalement des bons élèves d'une classe européenne qui applique des règles fixées de toute éternité par des générations précédentes dans une période où nous n'avions pas la crise, où nous étions en croissance? Des règles qui sont dépassées par l'obsolescence de la situation et qui nous amènent aujourd'hui à nous questionner sur la pertinence de ce qu'est cette austérité qui prolonge inutilement la crise dans la zone euro et particulièrement en France. Un certain nombre d'experts ont calculé que si nous prolongions la politique actuelle telle qu'elle est inscrite dans les traités et qu'on nous demande d'appliquer en bons élèves, comme si nous avions intériorisé la contrainte, nous en avons encore pour 7 ans de crise, c'est-à-dire d'incapacité à revenir au niveau antérieur de 2008. Je mène cette candidature sur l'alternative politique d'une politique clairement assumée de relance par les infrastructures et les investissements dans les infrastructures, de manière à ce que les Français comprennent qu'on ne peut pas continuer à mener une politique qui est contraire à nos intérêts et qui a conduit la jeunesse à stagner au chômage, à déserter finalement les urnes, et d'ailleurs à se précipiter par wagons entiers dans les bras du Front National.
L'urgence, elle est celle-là. Encore 7 ans de crise de cette nature, provoquée par des décisions comme celles que propose M. Juppé. Mais c'est bien assez pour que Mme Le Pen et sa famille arrivent au pouvoir et au sommet des possibilités de son art. Donc nous avons cette responsabilité. Voilà pourquoi je propose, premièrement, un plan d'investissement des infrastructures publiques. Deuxièmement, c'est une proposition que j'ai reprise de Nicolas Hulot et de ses économistes, Alain Grandjean et Gaël Giraud. Ils ont proposé que nous investissions dans le pays massivement avec de l'argent public-privé dans la croissance décarbonée, c'est-à-dire dans la rénovation thermique des bâtiments publics, privés, des logements sociaux, privés de particuliers, où il est nécessaire de réaliser des économies. Il y a 14 millions de logements aujourd'hui qui sont en situation d'épave thermique, et les dépenses d'énergie sont environ de 1 600 € en moyenne par ménage ou foyer. Il est possible de réduire cette facture, et la première des énergies non polluantes, c'est celle que nous ne consommons pas. La priorité, dans ce compte à rebours écologique qui commence à tourner au-dessus de nos têtes, dans ce siècle qui commence et dont on prédit que nos enfants vont devoir assumer un réchauffement ou un dérèglement climatique beaucoup plus ample et dangereux pour la survie, l'habitabilité de la planète, il est nécessaire d'économiser les énergies fossiles et d'origine fossile. La première des choses à faire, il y a le transport, c'est une première chose. Je me souviens avoir lancé le plan industriel du véhicule 2 litres au 100, d'avoir imaginé le plan industriel sur les batteries de stockage d'énergie, mais l'essentiel, c'est d'abord ce que nous consommons pour nous chauffer, et l'énergie de la vie et de la survie de nombreux ménages. Nous avons là les moyens, si nous assumons le portage financier de 100 milliards dans l'ensemble des bâtiments partout. Les élus les connaissent, les bailleurs sociaux les connaissent, les particuliers qui ont essayé de faire des travaux avec les crédits et à taux zéro savent bien que ça n'est pas rentable sur 15 ans. Donc quand vous empruntez, même à taux zéro sur 15 ans, pour refaire pour isoler vos bâtiments, votre logement, vous savez parfaitement que vous ne rentrerez pas dans vos frais par la diminution simple de la facture. Donc il est nécessaire de faire un portage financier sur plusieurs décennies, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Cela ne peut pas être porté par les particuliers, ni même des organismes autres que financiers. Cette stratégie-là est une stratégie qui fonctionne dans de nombreux pays européens. À nous de les mobiliser. L'État investit dans la croissance. Est-ce que nous sommes capables de dire, au lieu d'organiser nous-mêmes le coulage de l'économie qui fait exploser la dette, je rappelle que la dette a augmenté de plus de 10 points, de 12 points pendant le quinquennat, plus vous tapez sur l'économie, plus la dette augmente et moins vous remplissez vos objectifs. Plus vous relancez l'économie, plus la dette diminue et le nombre de chômeurs en bénéficie et diminue. Évidemment, quand on vous présente sous l'angle du bon sens, si nous décidons d'augmenter les impôts, c'est pour améliorer nos équilibres financiers. Mais en vérité, c'est le contraire qui se produit. Non seulement nous n'améliorons rien, nous affaiblissons l'économie et contribuons à relancer le chômage, pas l'économie. Voilà ce qui s'est passé pendant ces dernières années, et je dois vous dire que ça a été très difficile de faire comprendre ce point-là. C'est pourtant la position de toutes les organisations internationales, de tous les prix Nobel à peu près existants. Il y a ce qu'on appelle un consensus mondial sur cette question. Et la zone euro est devenue l'îlot des fous du monde qui continuent à mener une politique d'austérité quand tous les autres pays du monde en sont sortis. Ils ont fait d'autres choix. Je propose que nous fassions d'autres choix. Alors évidemment, tout cela ne suffirait pas si nous n'attaquions pas la question démocratique européenne. Car nous pouvons imaginer tout ce que nous voulons, mais la question c'est que les décisions européennes aujourd'hui ne sont pas décidées par ou pour ou selon des procédures démocratiques. L'Union européenne applique des règles, aveuglément. Et il y a un gardien de ces règles, c'est la Commission européenne. Elle est payée pour ça d'ailleurs. Mais l'Union européenne ne fait plus de choix. Il y a une différence entre la règle et le choix. La règle, c'est qu'elle est fixée par avance. Le choix, c'est ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Le choix, c'est la liberté de la discussion politique, c'est l'accord politique.
La règle, eh bien, ce sont des fonctionnaires qui l'appliquent. Voilà pourquoi l'Union européenne est devenue détestable aux yeux de nombreux Européens. Et que chacun s'interroge aujourd'hui s'il est nécessaire ou pas d'entrer en sécession intellectuelle déjà, puis politique, puis ensuite personnelle, vis-à-vis de l'Union européenne. Donc je veux faire preuve de pédagogie en disant il n'est pas inscrit dans le marbre que l'Union européenne soit contrainte d'appliquer des règles qu'elle s'est fixées à elle-même. Une organisation politique digne de ce nom et démocratique évolue sous le contrôle d'un Parlement et les décisions économiques relèvent de choix politiques importants et majeurs et doivent être soumis à la discussion politique des citoyens. Ce n'est pas le cas dans l'Union européenne et c'est bien là le problème aujourd'hui. Vous me permettrez de dire que c'est bien le problème des politiques de rétablissement des comptes publics. Ils ont été établis sous Maastricht, ils ont été renforcés successivement, ils ont toujours été approuvés par nos soins, sauf au moment du traité constitutionnel européen. Il va donc bien falloir que nous dépassions cela. Je repense à ce professeur d'économie Jean-Paul Fitoussi qui a écrit un livre qui s'appelle « La règle et le choix ». Il dit « L'Union européenne applique des règles, ils ne savent même plus pourquoi ». C'est un peu comme le pont de la rivière Kwai. Soudain, vous vous souvenez de ce film épique, les prisonniers anglais construisent un pont et ils y mettent tout le cœur à l'ouvrage, mais ils ne se rendent même plus compte qu'ils le construisent pour le compte des Japonais. Et la méprise s'installe et soudain, on voit l'art anglais au service du cruel adversaire ennemi qu'est le Japonais dans ce film américain. Alors évidemment, c'est exactement ce que nous faisons. Nous construisons des ponts, mais contre nous, contre nos intérêts. Ce n'est pas notre intérêt, et ce n'est pas l'intérêt de la France que nous restions dans la croissance stagnante. J'entends d'ailleurs que beaucoup s'y sont résignés. Ils disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire de croissance, le Saint Graal? Organisons la décroissance. Mais la décroissance, qu'est-ce que c'est? Quand nous avons une croissance démographique, comme c'est le cas, nous avons 1 million, entre 700 000 et 900 000, presque 1 million par classe d'âge, qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Donc, la décroissance, ça veut dire qu'il y en aura encore moins, avec de plus en plus de monde. Les Allemands, par exemple, et c'est tout le problème de l'Union européenne, eux, perdent de la population. Dans 15 ans, c'est-à-dire demain, la France aura dépassé l'Allemagne sur le plan démographique. Cela veut dire qu'en 2030, les Allemands seront deuxièmes en termes de population et nous serons premiers. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à renouveler leur génération pour des raisons qui sont liées aux structures anthropologiques. Ça a été expliqué par beaucoup de penseurs sur cette question. L'Allemagne, elle, n'a pas de jeunesse à nourrir qui arrive sur le marché du travail. Nous en avons une, les Italiens en ont une, les Espagnols en ont une, certains pays de l'Europe du Nord en ont une. Elle fuit, elle misère, elle veut partir, quitter la France, elle se sent abandonnée, oubliée, et elle vote massivement Front National. Il y a un lien entre ceci et cela. Voilà pourquoi il faut, je crois, se réveiller et faire mouvement sur la question européenne. Bien sûr, nous avons besoin de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de dire au revoir comme l'ont fait les Britanniques. Bien sûr que nous sommes européens. Mais aujourd'hui, défendre le statu quo européen, c'est assurer le coulage de l'Union européenne et de nos propres intérêts. Attaquer une réforme radicale de l'Union européenne, c'est au contraire la sauver et organiser son rebond. L'adhésion possible et future des peuples européens vis-à-vis de l'Union européenne. Et c'est bien ça la question qui se pose dans cette campagne. J'ai souvent entendu dire, et c'est tout à fait juste, que l'Union européenne est d'abord une contrainte. C'est un vocabulaire très poli par rapport à ce que nous pouvons vivre. Aujourd'hui, même les grands projets européens, nous ne pourrions plus les réaliser avec l'esprit libéral, juridico-tatillon et bureaucratique qui a maintenant pris et saisi la bureaucratie bruxelloise. Aujourd'hui, la Commission européenne empêcherait les rapprochements entre avionneurs pour construire un Airbus. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font tous les jours. Par exemple, dans l'équipement automobile, nous avons des décisions de la Commission européenne qui empêchent de construire des champions mondiaux de la construction automobile. Je suis allé à Montbéliard rencontrer des anciens employés de Faurecia. Ils sont interdits de rallier Plastic Omnium
Donc ils se retrouvent à 7 usines en Europe qui vont être envoyées on ne sait pas à qui. D'ailleurs, qui va pouvoir le faire, reprendre la R&D. Les décisions de la Commission européenne sont anti-industrielles. Parce qu'elles ne s'intéressent qu'à une seule chose, la concurrence. Mais la concurrence n'est pas une valeur en soi. Elle est un outil parfois utile, mais parfois elle est destructrice. L'Union européenne fait-elle des projets? Non, elle applique des règles. Et c'est la question de la démocratie qui est posée dans notre débat de ce soir. S'il y a des règles qu'on applique par avance, des règles qu'on ne peut pas changer, sauf à 28, ce qui est absolument impossible à l'unanimité, ça veut dire qu'il n'y a plus de souveraineté exercée. Et c'est pourquoi il y a des affections européennes. Car appliquer des règles stupides parfois, ou stupidement appliquées, parce que les règles sont parfois nécessaires, mais de là à les appliquer contre les intérêts évidents de populations au travail, la directive des travailleurs détachés. Voilà un scandale absolu. Regardez ce qui se passe dans la logistique, ce qui se passe dans les transports routiers, ce qui se passe dans les travaux publics. Vous verrez qu'il y a aujourd'hui utilisation par les grands groupes, en dumping social à domicile, des travailleurs qui sont payés au lance-pierre et qui ont, quand ils sont payés d'ailleurs sérieusement, et quand ils ont une feuille de paie, quand ils ne vivent pas dans des algécos quand même insalubres, et qu'ils sont utilisés sans protection sociale ou avec la protection sociale du pays d'origine. Donc nous avons organisé dans l'Union européenne, et nous avons laissé faire ça, la concurrence sociale à la baisse à l'intérieur de l'Union européenne. Je me souviens combien de fois être intervenu au Conseil des ministres en leur disant maintenant il faut suspendre unilatéralement cette directive, qui est un scandale qui fait des dégâts humains, sociaux en France, en Europe, mais aussi à l'Est, car les travailleurs de l'Est, ils ont le sentiment d'être exploités, ils ne sont pas payés comme les Français. Et les travailleurs français, ils ont le sentiment d'être bernés, ou en tout cas concurrencés déloyalement, puisqu'il n'y a pas les mêmes niveaux de protection sociale. Est-ce que nous allons accepter ça? Pays d'origine, non. Pays d'accueil, oui. C'est d'ailleurs l'esprit dans lequel on peut imaginer une solidarité renforcée au sein de l'Union européenne. Donc européen, oui, mais pas comme ça. Et vous observerez d'ailleurs que les débats font rage. Dans ces secteurs-là, il faut entendre les patrons de PME dire « nous sommes concurrencés par des grands groupes qui font venir de la main-d'œuvre moins payée que la nôtre, qui nous prennent en cassant les prix des lots sur les marchés publics, et nous nous retrouvons en situation, nous, de difficulté, alors que nous sommes là, juste à côté de collectivités locales importantes qui ne nous font plus travailler. » Voilà ce que j'entends sur tout le territoire. Donc non, ça n'est plus possible. Ça sont les règles de l'Union européenne. Et impossible de les modifier. Donc il y a un moment, il va falloir que nous utilisions les moyens par lesquels nous devons défendre nos intérêts. Et c'est bien là le danger d'une politique finalement européenne où on applique des règles mais on ne fait jamais de choix. Voilà la vérité. La démocratie ne s'exerce pas, donc appliquant les règles, nous voici enserrés. L'ensemble des traités qui sont en cours de signature, je vais vous en dire un mot, c'est la même histoire. Le TAFTA, le CETA, tous ces acronymes barbares, disent quoi? Que l'Union européenne, qui a le monopole de la politique commerciale, qui est dirigée par la Commission européenne. La Commission européenne, elle a le pouvoir au nom des traités de signer des traités en notre nom, et y compris nous, États membres, et des traités de libre-échange. La dernière invention, c'est le traité de libre-échange qui organise une forme de concurrence. Alors sur la viande bovine, le CETA permet par exemple l'importation massive de 50 000 tonnes de viande bovine, alors que c'était le Royaume-Uni qui avait demandé l'accord avec le Canada, car c'est le Royaume-Uni qui commerce d'abord avec le Canada. Et nous nous retrouvons, Royaume-Uni sorti, avec un accord passé avec le Canada. J'avais dit, lorsque j'étais le ministre de l'économie de la France, j'avais dit à mon homologue canadien, je dis, la clause par laquelle vous organisez la possibilité pour des multinationales de faire condamner des États membres de l'Union européenne est inacceptable, ne passera jamais. C'est la même clause que dans le traité américain de libre-échange dit TAFTA. Les entreprises transnationales peuvent faire condamner l'Union européenne, d'une part, les États membres, pour des décisions qu'elles prendraient démocratiquement. C'est un recul de la démocratie. Nous nous enchaînons par avance entre les mains d'intérêts qui ne sont supranationaux et qui, de surcroît, sont privés. Donc ça veut dire que votre souveraineté donnera lieu à dommages et intérêts pour Philip Morris,
Monsanto, Novartis, dès lors que vous prendrez une décision qui n'aura pas l'heure de plaire aux intérêts des actionnaires de ces entreprises. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que nous défendons notre démocratie ou pas? Oui, nous devons le faire. Que se passe-t-il avec, en ce moment, le 9 novembre, une décision à la Commission européenne sur le statut d'économie de marché octroyé à la Chine? De quoi s'agit-il? La Chine a obtenu sans aucune contrepartie l'entrée dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Depuis, nous avons perdu des millions d'emplois en Europe. Je ne parle pas que de la France, je parle de l'Europe. L'Europe s'est ouverte au grand vent de la mondialisation, d'abord chinoise et asiatique, ce qui a eu pour conséquence de détruire dans tous les secteurs, avec des prix qui sont cassés, un dumping social sur la monnaie et sur le prix du travail, les salaires, ce qui a permis de détruire des millions d'emplois en Europe. Cassant les prix, et ensuite obtenant le monopole sur notre propre marché, les Chinois ensuite ont fait remonter les prix, ce qui aurait d'ailleurs permis à certaines usines, si elles s'étaient maintenues, d'être encore aujourd'hui rentables. Que propose la Commission européenne? D'octroyer à la Chine le statut d'économie de marché, c'est-à-dire d'une économie où il est impossible pour nous de continuer à nous protéger encore, parce qu'il y a encore des droits de douane qui pèsent sur les importations chinoises, et propose de les supprimer. Les Américains ont dit non, les Canadiens ont dit non, mais les Européens disent oui. Et c'est le 9 novembre, on en a entendu parler. Est-ce que les journalistes qui sont là peuvent mettre un message? Je lance une bouteille à la mer. Si ça peut arriver par l'intermédiaire du Figaro, BFM, l'agence France-Presse, le scandale de cette affaire du statut d'économie de marché octroyé à la Chine. Ce sont les industriels qui viennent me voir et qui viennent m'annoncer les fermetures d'usines, parce que nous les connaissons, qui sont venus me voir. Il n'y a que vous, M. Montebourg, qui pouvez parler de ça, parce que personne n'en parle. C'est quand même extraordinaire. M. Juppé, il est où, M. Juppé? Et M. Sarkozy, qui roule les épaules, où est-il passé? Où sont-ils ceux qui prétendent tout pour la France? Mais ça, c'est pas que la France, c'est l'Union européenne qui doit se défendre. Là où le monde a compris la stratégie de dumping, nous devons nous opposer. Lorsque les Américains ont compris que sur l'acier, nous étions en danger, eux et nous, les Américains ont augmenté les droits de douane sur l'acier chinois de 520%. Qu'a fait la Commission européenne? 23% d'augmentation de douane. Donc rien. Pourquoi? C'est une mesure provisoire. L'Union européenne a organisé en quelque sorte le passage, parce qu'elle croit dans la concurrence libre et non faussée au plan mondial. C'est une erreur stratégique et la France doit mener le combat sur ce sujet. Vous ne l'avez jamais entendu sur ce sujet. Jamais. Pourquoi? Parce que nous avons nous-mêmes, dans notre sein, un mondialisateur, M. Pascal Lamy, qui était le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, qui fait des tribunes partout et qui explique que c'est formidable le libre-échange. Moi, ce que je sais, c'est que tous les pays aujourd'hui, les grandes puissances, organisent leur protection, la protection de leurs intérêts. Et que nous sommes aussi une grande puissance et nous y avons intérêt. Alors j'aborde la question du Made in France un instant. Parce que ça va avec. C'est une question démocratique aussi. Nous avons intérêt, nous, comme grande puissance, à faire exactement et organiser la réciprocité du comportement vis-à-vis d'autrui. Le comportement économique, il peut être libéral, on laisse tout faire, ou il peut être stratégique, on s'organise en douce, ou il peut être protectionniste. Aujourd'hui, toutes les nations du monde sont protectionnistes, à l'exception d'une région, l'Union européenne. Une région du monde. Pourquoi je dis c'est l'Union européenne qui l'est? Parce que nous avons délégué dans le traité de Rome à l'Union européenne le soin de nous protéger ce qu'elle ne fait pas. Je prends l'exemple de STX. C'est un sujet qui intéresse la région, mais qui intéresse la France. STX, c'est notre construction navale. J'ai été fier de venir, comment dit-on, quand on casse la bouteille de champagne sur la... Baptisé, j'ai été fier de baptiser le MSC à Saint-Nazaire Preciosa lorsque j'étais en charge. J'étais fier de voir les savoir-faire français renaître, le savoir-faire dans le bateau de croisière, les mastodontes des mers, j'en étais très fier. Et je vois que la question se pose de savoir comment les Coréens vont vendre, à qui, pourquoi, comment. J'ai laissé, c'est une stratégie protectionniste, sur la table du ministère de l'économie, un décret que le Premier ministre m'a octroyé, ainsi que le Président de la République, qui permet de prendre des décisions
d'autorisation, de soumettre à autorisation du ministre de l'économie tout investissement étranger pour le rachat d'une entreprise stratégique dans 7 secteurs: le transport, ça nous concerne, l'énergie, l'eau, la santé, la défense, les jeux. Pourquoi? Parce que ça concerne nos intérêts stratégiques. Je dois vous dire que les Américains ont, eux, un système de contrôle des investissements étrangers sur leur économie tout à fait tatillon, et j'allais dire ultra politique, et sans voie de recours. Le président des États-Unis décide d'empêcher le rachat des ports américains par Dubaï. Circuler, rien à voir. Une compagnie pétrolière peut être achetée par les Chinois, interdit, circulez, vous repartez dans votre pays. Les Français veulent acheter une filiale américaine dans un secteur qu'ils connaissent bien, la biométrie. Ah, vous avez le droit de racheter, mais le président du directoire est américain, donc le PDG est américain, le conseil d'administration est à 70% américain, l'ensemble des marchés publics autres qu'américains doivent être autorisés avec un droit de veto d'un représentant du gouvernement dans le conseil d'administration. Ça, c'est les Américains. Et nous, quand on fait ça, on crie au protectionnisme. Voilà la vérité de la réciprocité. Est-ce que nous nous mettons en face de ces puissances? La France est une grande puissance. Elle est aussi puissante que d'autres. Elle a des intérêts à protéger. L'Union européenne, d'ailleurs, n'ose même plus nous en empêcher. Donc profitons-en. Le décret permettra de bloquer tout achat par un investisseur étranger indésirable qui aurait le désir soit de démanteler, soit de déménager les installations de STX de Saint-Nazaire ailleurs, permettra de bloquer cet investissement. J'ai exprimé publiquement déjà à plusieurs reprises qu'il n'était pas nécessaire de nationaliser, nous sommes déjà dans le capital de 33%, mais il suffisait d'utiliser les outils que j'ai laissés, que nous avons créés, et qui nous permettent d'organiser une stratégie de réciprocité, notamment vis-à-vis des puissances protectionnistes. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que nous avons aujourd'hui une économie ravagée par la crise. Nous sommes en part de valeur dans la richesse nationale. L'industrie est tombée à 12. Les Allemands sont à 23. Les Italiens à 19. Les Anglais à 15 et les Espagnols à 15. Et nous sommes à 12. Dans les 5 grandes puissances de l'Union européenne, enfin, quand il y avait encore le Royaume-Uni, nous sommes arrivés lanterne rouge. Pourquoi? Parce que nous avons laissé faire. Nous laissons faire, toujours. Parce que c'est pas bien d'intervenir. Finalement, nous avons une sorte de libéralisme dans la tête, en disant l'État, c'est un problème. Moi, je pense que c'est une solution. Je suis pour un État fort, protecteur, décomplexé, avisé, délicat, non brutal, conciliateur, contrôlé démocratiquement, certes, mais un État fort et protecteur. Et je crois que c'est l'objet du Made in France. Je propose que 80% de la commande publique soit consacrée à la PME Made in France. Comment vous dire, mais comment vous allez faire avec les lois européennes? On va faire. D'ailleurs, je vais vous dire comment on va faire. Les Allemands le font, ils sont à 50%, d'ailleurs ils ne disent rien, ils le font. D'ailleurs, on va le dire pour la campagne, puis après on le fera. Comment on va le faire? Nous avons 132 000 structures d'achat public. Les acheteurs seuls, isolés, dans les collectivités locales, les hôpitaux, les EHPAD, d'ailleurs ils craignent le délit de favoritisme, ils ne savent pas comment faire, et donc finalement, nous avons notre commande publique, l'argent de nos impôts, nos moyens, qui ne sert pas le tissu économique local. Alors il y a des collectivités locales qui ont réussi ça, c'est le cas dans votre région, d'unifier les structures d'achat entre collectivités locales pour servir cette cause-là, et mettre des grands professionnels de l'achat public à la tête de ces structures. Vous avez aussi des regroupements qui ont eu lieu, des monopoles qui ont été décernés à une structure acheteuse, qui représente 3% d'achats publics, l'Union de groupement des achats publics, l'UGAP, 3 milliards de chiffre d'affaires. C'est un établissement public qui s'autofinance sans impôt et qui a pour objectif de servir le Made in France. Cette structure, aujourd'hui, est à 95% Made in France. Mais je propose qu'on lui donne le monopole sur l'ensemble de l'achat public d'État, premièrement, y compris les hôpitaux, et puis peu à peu les collectivités locales s'organisent, parce qu'on ne peut pas porter atteinte à leur autonomie décisionnelle et budgétaire, c'est leur souveraineté locale, mais qu'elles s'organisent
dans des structures où elle délègue finalement l'achat public dans des conditions locales, rassemblées, ce qui permettra ainsi de servir le Made in France. Je propose que, également, l'assurance vie, 1500 milliards, finance nos PME. Elles ne le sont pas aujourd'hui. Le système bancaire ne fait pas son travail. Je propose que nous organisions un cautionnement d'État mutualisé, une sorte d'encouragement, une banque d'encouragement au risque. Je propose, je l'ai dit, qu'il n'était pas impensable si le système de crédit ne se mettait pas à travailler pour l'économie réelle, c'est-à-dire à prêter, à convertir l'épargne en investissement, il serait nécessaire en effet de nationaliser l'une des 5 banques. D'ailleurs, les craintes qui pèsent sur le système financier nous font aujourd'hui penser dans toute l'Europe, car le système bancaire espagnol, le système allemand donnent des signes de fragilité, malgré tout ce qu'on nous présente comme résultat positif à des crash tests des banques européennes. Nous aurons donc à remettre sur le devant de la table et de la scène la question fondamentale de la maîtrise de la finance. Et la finance n'est pas pour moi en soi un adversaire. Dans la finance, c'est comme dans le cholestérol. Il y a la bonne et il y a la mauvaise. Voilà. La bonne, on en a besoin. On en a besoin pour financer notre économie. La mauvaise, il faut la combattre, il faut la réduire, et il faut même la réglementer. Mais ça n'a pas été fait. Donc je propose des choses raisonnables qui ont été faites par le président Roosevelt, qui ont été maintenues pendant de nombreuses années par les États-Unis d'Amérique, de soumettre le système financier aux intérêts de l'économie réelle. C'est fondamental pour les PME de tous les territoires, le vôtre comme le mien, et donc celui qui nous est commun, la France. Cela fait partie de l'esprit dans lequel nous pouvons renouer avec un pays qui investit dans la croissance, décide de faire de l'économie un projet collectif, mobilise en donnant du sens à ce que doit être le patriotisme économique. Je veux dire un mot de ce que disait Romain Gary, compagnon de la libération du général de Gaulle. Il avait dit « Le patriotisme et le nationalisme n'ont rien à voir. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Nous pouvons aimer, oui, nos savoir-faire. Nous pleurons de les voir disparaître. Quand une entreprise meurt après un coup de tabac, combien de temps faut-il pour qu'elle repousse, elle se remette à embaucher? D'ailleurs, revient-elle? La réponse, vous le savez, est malheureusement négative. Voilà comment la gauche, dans le domaine de l'économie et de la démocratie, est en mesure de rassembler les Français pour un projet politique qui les rassemble, qui les unit et unificateur. La gauche montrerait ainsi peut-être un autre visage. Je voudrais d'ailleurs dire un mot du système politique, puisque finalement ceci fonctionne avec cela. Nous avons un problème avec le peuple dans notre pays. On pense que le peuple c'est mal. Certains d'ailleurs proposent en vain de le dissoudre, car ils n'apprécient pas ses verdicts. Certains en contestent même les verdicts, cherchent à les surmonter. Bref, il y a un problème avec ce qu'est le peuple. Pour moi, le peuple, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, je reprendrai la définition de Michel Onfray, qui avait dit une chose très juste. Il avait dit, c'est celui qui n'exerce pas le pouvoir, qui ne peut pas peser sur son propre destin, et qui le délègue, qui n'a pas l'autre choix. Il subit. Et finalement, quand il s'exprime, comme disait Gambetta, si vous votez, vous devenez les maîtres, c'est l'espace d'un tout petit instant. Et c'est cela la question qui est posée aujourd'hui par nos compatriotes. Quel est le sens de la démocratie? À quoi cela sert-il que j'aille d'une alternance à une autre, si les décisions se ressemblent? Et si le champ des possibles est toujours de plus en plus rétréci? Les autorités indépendantes nous disent de faire ceci, l'Europe nous dit de faire cela, et finalement, nous voyons qu'il y a comme une sorte de oligarchie, un mélange d'oligarchie et d'énarchie, qui finalement, droite, gauche, se succèdent les uns aux autres, avec une sorte de cousinage, de voisinage dans les décisions politiques qu'ils prennent, et nous nous retrouvons en situation aujourd'hui d'avoir abandonné ceux qui sont les maîtres, qui exercent le pouvoir dans la constitution de notre pays, c'est-à-dire le souverain démocratique, le peuple, qui lui n'exerce pas le pouvoir, qui l'a délégué et commence à entrer en rébellion contre le système politique. Ça a été dit tout à l'heure par Bassem et Bertrand,
Si la démocratie est en crise, c'est précisément parce que les verdicts des urnes n'ont pas de conséquences. Et il y a donc une sorte de rejet, de refus, de colère. Comment exprimer ce sentiment que vous croisez tous les jours? Je me suis souvenu d'ailleurs que dans ces moments difficiles où j'ai eu à faire face à des plans sociaux par vagues, tout le monde me reprochait de courir derrière les entreprises qui avaient des difficultés pour essayer de les sauver. Je ne regrette pas d'avoir fait ça. D'abord, nous l'avons fait dans des proportions importantes, près de 2000 dossiers, 250 000 emplois menacés, on en a sauvé au moins 210 000, c'était déjà pas mal. Pourquoi nous l'avons fait? Pour que les gens ne se sentent pas abandonnés, et puis parce que, sincèrement, il y avait des solutions, à chaque fois, alternatives. C'était de notre responsabilité que de dire, si nous pensons que l'économie qui se défait, on peut la sauver, alors faisons-le. Et faisons-le pour ceux qui se sentent les oubliés de l'économie, et donc, peut-être, un jour, de la politique. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il y a comme une sorte de rébellion qui s'ouvre dans cette espèce de société connivente. Et dans la refondation européenne, comme dans la refondation de notre pays, je propose dans cette campagne la naissance d'une république nouvelle. Il ne s'agit pas d'un grand soir. Il ne s'agit pas de lancer une constituante. Il s'agit de réformes simples, compréhensibles par tous, qui peuvent complètement changer la conversation du pays, la décision politique du pays, et faire en sorte que les Français se reconnaissent dans les choix qui sont faits en leur nom. Je vais vous les énumérer. Premièrement, la fin du septennat, du quinquennat et l'avènement du septennat non renouvelable. Nous sommes en élection en permanence. Maintenant, avec le quinquennat, tous les 3 ans et demi, on recommence. Avec les primaires, avec le temps d'élection est allongé. Donc nous sommes en élection permanente sur une seule question, qui et très peu de quoi. Je préfère un septennat non renouvelable, où finalement on sait qu'il y aura une succession au bout de 7 ans, et où il est possible d'imaginer ainsi une sélection raisonnable, dans un temps raisonné, pour assumer en quelque sorte un pays apaisé. Je propose la constitution d'une interpellation ministérielle qui permet de destituer un ministre lorsque il est contesté avec une majorité qualifiée. Aujourd'hui, on ne peut que censurer le gouvernement, ce qui, évidemment, faire chuter un gouvernement pour un parlementaire est très difficile. L'interpellation ministérielle permet de destituer un ministre indépendamment du gouvernement. Cela augmente la responsabilité des ministres et fait en sorte que ceux-ci rendent des comptes réellement devant le Parlement. Je propose la suppression du pouvoir de nomination entre les mains du président de la République. C'est là une mesure d'esprit monarchique où l'esprit de cour et de courtisanerie l'a emporté sur l'efficience et l'efficacité républicaine. Plus vous nommez, et de façon arbitraire, sans aucun contrôle, plus les erreurs de casting se multiplient à la tête des entreprises publiques, à la tête de la haute administration. Je propose que cela soit délégué aux ministres eux-mêmes qui ont une responsabilité augmentée, et s'agissant des entreprises publiques, que le conseil d'administration des entreprises publiques décide du président, le pouvoir se contentant de nommer les administrateurs, de manière à améliorer là aussi l'efficience des nominations. Je propose l'entrée des citoyens dans le système politique. Bien sûr, les référendums d'initiative populaire doivent être pour moi de valeur contraignante. Ils peuvent être abrogatifs ou ils peuvent être créateurs, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, de manière à ce que ces lois respectent la hiérarchie des normes, ne violent pas nos traités, ne remettent pas en question les textes et les principes fondamentaux de la République. Mais dans ce cadre-là, l'initiative populaire me paraît préférable que le référendum d'initiative présidentielle et parfois à caractère plébiscitaire. Je crois que nous y gagnerions, et je propose que sur le plan local, ces référendums qui sont aujourd'hui dans la loi de 92, uniquement consultatifs, deviennent à valeur contraignante, de manière à ce que lorsqu'il y a une décision, elle s'impose. Cela est peut-être excessif, mais je pense qu'avec un bon quorum, 20%, 30% des électeurs d'une région, d'une commune, il soit possible, en effet, de faire prendre des décisions par le corps électoral. Je propose le tirage au sort dans chaque département d'un citoyen sur les listes électorales, de manière à ce qu'il remplisse les fonctions de sénateur.
Pourquoi propose cela? D'abord parce que le Sénat, chacun en connaît les limites, je n'en dirai pas davantage, chacun mesure son utilité. Moi, je propose que les citoyens soient au cœur du dispositif de la décision politique. Les citoyens tirés au sort, j'en ai une expérience personnelle. D'abord, j'ai été dans ma jeunesse pendant 8 années avocat, et plaidant parfois devant des cours d'assises, j'ai vu à quel point ces citoyens, de toute couche sociale, de tout milieu, de toute condition, qui acceptaient d'être jurés populaires à la cour d'assises, prenaient des décisions extrêmement graves. Ils statuaient sur la culpabilité ou l'innocence d'une personne accusée. Ce n'est pas une affaire simple. Et ça engage évidemment la conscience. Deuxièmement, ils statuaient sur les années de prison à administrer aux condamnés, et certainement avec des décisions humaines tout à fait considérables qu'ils prenaient en connaissance de cause. Et j'ai constaté dans la vie publique locale, certains ont fait cette expérience, que les jurys citoyens fonctionnent d'une façon admirable. Lorsque j'ai hérité d'un département, j'ai été président du Conseil général pendant quelques années en Saône-et-Loire, 550 000 habitants, j'ai hérité d'une collectivité locale en quasi-faillite. J'ai été obligé de diminuer les dépenses de 10% et d'augmenter les impôts de 13%, la double peine. L'opinion ne comprenait pas ce qui se passait parce qu'on ne connaît pas les questions du département, c'est assez éloigné, et on ne connaît encore moins les questions financières. Je me suis retrouvé à devoir poser la question de savoir si les habitants de mon département étaient favorables à la baisse des dépenses. Ils répondaient tous oui, même quand ça les affectait. Je leur disais, votre association, la SPA, qui touche 40 000 euros, n'en touchera plus que 5 000. Il y a 5 associations patriotiques qui touchent chacun 10 000 euros. Je ne veux plus aujourd'hui, je veux que vous vous réunifiez et vous aurez une subvention pour l'ensemble. Et à chaque fois, la réponse était positive. Lorsqu'il s'est agi d'augmenter les impôts, là, les réactions étaient beaucoup plus vives. Je leur ai dit, écoutez, moi, mon engagement, c'est que ces 13% d'impôts, ils iront à la dépendance des personnes âgées, parce que nous avons dans notre département un vieillissement important. Donc nous versons l'allocation personnalisée d'autonomie et nous finançons les EHPAD. Et là, les gens disent oui, d'accord, mais enfin, qu'est-ce qui peut nous faire croire que vous allez respecter votre engagement? Je lui dis, moi, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais je vais faire une chose, c'est que je vais désigner 16 citoyens de Saône-et-Loire qui sont inscrits sur les listes électorales, et ils contrôleront pendant 2 années la mise en œuvre effective de mon engagement. Ils auront accès aux services, ils désigneront leur président. Il se trouve que dans le tirage au sort, un journaliste du journal local a été désigné, et mieux, un maire de l'opposition, ma majorité, a été désigné au sort. Donc tout le monde savait ce qui se passait dans le jury. Ils ont voté à l'unanimité. Ils ont constaté que l'argent avait bien été à l'endroit où il avait été annoncé qu'il irait. Et finalement, pendant 2 ans, ce sont des personnes qui ont donné du temps au bien public, qui se sont consacrées à l'utilité de la transparence sur un budget départemental pour les personnes âgées dépendantes. Bien sûr, ces personnes ont été défrayées pour le temps qu'elles ont passé, mais enfin, sans excès et de façon raisonnable. Et tout cela a quand même été une belle leçon de démocratie, y compris pour l'opposition, qui finalement contestait ceci ou cela, mais nous avions là des éléments objectifs, constatés par d'autres que nous, les élus, qui nous permettaient de faire avancer le débat public. Je propose que nous fassions la même chose s'agissant du Sénat. Le Sénat aura le pouvoir de contrôler le gouvernement, ses engagements, l'usage de l'argent public, les fonctionnements et les dysfonctionnements des services publics, c'est beaucoup de choses, et surtout l'évaluation des lois. Les lois ne sont pas faites par les politiques. Les lois sont faites par la haute administration. Et lorsqu'elles arrivent sur le bureau du Conseil des ministres, souvent c'est un sanskrit incompréhensible. Et pour le commun des mortels, il y a là une crainte, car la loi, nul n'est censé l'ignorer. C'est un problème démocratique fondamental. Et pourtant, personne n'y comprend rien. Les professeurs de droit, les avocats, les magistrats eux-mêmes disent, avec la même loi, je vous fais un jugement en blanc ou en noir, pour reprendre la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Et bien voilà. Aujourd'hui, instabilité, illisibilité, insécurité juridique, comment peut-on qu'aux politiques pareil? Voilà pourquoi les sénateurs tirés au sort auront la tâche difficile, délicate,
d'examiner les lois, de les évaluer en disant ça dans ma vie, ça va changer quoi? Ça je ne comprends pas, je veux qu'on m'explique. Et certainement obliger le législateur à améliorer son œuvre. Je crois que ce serait nécessaire pour l'ensemble de la démocratie, pour la réhabiliter, la reconstruire, puisque le débat de ce soir est autour de cette question. Je proposerai également la démission obligatoire des directeurs d'administration centrale en cas de nomination d'un nouveau ministre, de manière à ce que, à l'image des Américains du spoil system, on n'accuse pas, lorsque le ministre choisit à juste titre ses collaborateurs de chasse aux sorcières, et que surtout la haute administration soit dévouée à la loyauté de celui qu'elle est censée servir. Voilà ce que je propose, la fin des privilèges et des monopoles pour les grands corps et le recrutement à la tête des hautes administrations de profils issus de la société, de manière à panacher et faire en sorte que nous ayons des évolutions sociologiques dans la haute administration. Voilà, je résume en quelques mots les propositions, je pourrais en ajouter d'autres que j'ai annoncées par ailleurs. Il s'agit de rétablir la confiance dans la République. Nul candidat aujourd'hui qui annoncerait telle ou telle proposition, telle tout à fait convaincante, ne pourra tout à fait convaincre s'il ne s'attaque pas à la perte de confiance du système politique. Et c'est l'objet de ce que certains peuvent appeler la 6e République. L'ensemble de ces réformes peuvent constituer une mutation telle du système politique, une modernisation importante du système politique au point qu'on puisse le qualifier de république nouvelle. La France aujourd'hui se disloque, elle se sépare, elle n'arrive pas à imaginer un système d'entraide collective. Elle perd le sens du bien commun, du bien collectif. Elle ne sait d'ailleurs plus où se trouve le point de ralliement institutionnel et démocratique, puisqu'elle n'y croit plus. Elle ne respecte plus ses verdicts, elle donne le sentiment d'être un pays en cours de fracturation. Vous me permettrez, dans cette société de défiance généralisée, de vous dire deux mots, rapidement avant peut-être de provoquer vos questions, sur la question de l'éducation. C'est là que se forme le citoyen. Et pourtant, nous voyons, et tous les jours nous nous posons la question de savoir où est passé l'ascenseur social, où est passée la belle promesse d'égalité des chances, et comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous avons une démoralisation des professeurs d'éducation nationale. Ils ont à faire face en 10 ans à une augmentation de 30% des élèves en difficulté. Je note même qu'il y a un appel au secours des enseignants qui disent comment vous espérez nous aider. J'ai observé d'ailleurs que dans les évaluations internationales, il faut toujours s'en méfier, mais elles sont significatives, car la constance de leurs évaluations montre la baisse de la capacité de l'éducation nationale française de répondre au problème des inégalités. L'éducation nationale aujourd'hui reproduit les inégalités. Un fils d'ouvrier n'aura pas les mêmes chances qu'un fils de cadre, fils ou fille d'ailleurs, et il y a donc comme une sorte de fabrique de la marginalisation. Cela ne peut pas durer. D'abord parce qu'un pays qui n'est pas capable d'organiser d'abord l'espoir pour de nombreuses générations à venir, de se trouver une place dans la société, de progresser, d'assumer une forme de réussite. Je suis frappé de voir que la machine à trier fonctionne d'une façon extrêmement violente, mais que nous sommes incapables finalement de faire ce que beaucoup de pays ont été capables de faire en faisant muter leur système pédagogique et de transmission du savoir, d'abord en soutenant leurs professeurs, en les formant, en les payant mieux, en les entourant, en les évaluant, non pas en envoyant un inspecteur tous les 5 ans, mais en les évaluant à chaque instant par l'auto-évaluation de la communauté pédagogique, éducative, avec les chefs d'établissement. D'ailleurs, les inspecteurs, ils pourraient être tous les jours dans les établissements pour aider les professeurs, non pas les contrôler, mais les aider à faire face à l'arrivée de nouveaux comportements de la jeunesse, avec une accélération anthropologique de l'adolescence qui pose de graves problèmes de société et qui en pose déjà aux parents, vous imaginez alors aux enseignants.
ce chantier-là est un chantier qui est devant nous. Et en même temps, on sent la lassitude des réformes à répétition, qui déstabilisent, démoralisent les hussards de la République tels qu'ils avaient été qualifiés par Jules Ferry, lorsque l'école était encore une promesse républicaine. Je crois que notre travail, il est là. Les 60 000 postes n'ont pas encore produit leurs effets, mais aujourd'hui, nous n'avons pas de progrès réalisés sur le terrain. Donc pour moi, la question n'est pas de prendre des engagements sur le nombre de postes. Pour moi, le sujet qu'il va falloir discuter, y compris avec les organisations qui représentent les professeurs, c'est d'abord comment on apporte la reconnaissance de la nation à ceux qui transmettent le savoir. Deuxièmement, comment on renforce les moyens là où ils n'y arrivent pas. Répondre à leurs appels, leurs demandes. Troisièmement, s'il faut dédoubler, détripler, déquadrupler, il faudra le faire si nous voulons avoir des enfants qui lisent, qui écrivent et qui comptent correctement lorsqu'ils arrivent à des échéances personnelles. Troisièmement, il va falloir imaginer de diversifier les réussites. Un élève qui est mauvais, qui devient moyen, c'est une réussite. Un élève qui est moyen, qui devient bon, c'est une réussite. Un élève qui est bon, qui devient excellent, c'est une réussite. Pousser tout le monde, c'est notre responsabilité. Des pays comme l'Allemagne, la Finlande, beaucoup de pays ont fait ce travail en 3-4 ans de faire bouger le système éducatif avec les professeurs pour les amener à trouver les moyens et solutions concrètes pour remettre en marche l'ascenseur social. Une société qui se disloque, qui a une école qui est incapable de reformer le lien, est une société qui va avoir de graves problèmes. Et c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai proposé le rétablissement d'un service national, civil, militaire et humanitaire. Car il s'agit pour nous, génération qui avons accompli nos devoirs sous les drapeaux, j'en fais partie, il s'agit de construire l'unité des Français. C'est un projet politique très important, d'abord parce que nous sommes menacés et attaqués, et le niveau de menace n'a cessé d'augmenter. La riposte stratégique d'un pays, lorsqu'il est menacé, c'est l'unité. L'unité dans l'entraide, dans l'action collective et commune. Dans une société individualiste, ultra-concurrentielle, il n'y a pas d'unité. Dans une société coopérative, collaborative, qui cherche des solutions en commun par la démocratie, dans les entreprises, les associations, c'est une société qui se donne la main, c'est une société qui se parle. Et d'ailleurs, quand on renvoie à la pédagogie de l'éducation nationale, où on apprend finalement la compétition solitaire, et rarement la coopération collective, eh bien, je crois que nous avons aussi à faire évoluer l'esprit éducatif collectif. Le service national est pour moi le moyen d'assumer le brassage social, quel que soit le milieu, quelles que soient les religions. Les affaires de religion ne devraient pas occuper autant l'espace public. La loi de 1905 est là pour nous le rappeler. Et donc, lorsque nous faisons société, nous avons besoin de nous unir, de nous mélanger. Les Français ne se mélangent plus. J'ai le souvenir, lorsque j'étais président de mon département, dans une des villes de Saône-et-Loire, il a été question de fermer, puisqu'il y avait des établissements en surnombre, la population de la ville baissait, de construire un collège entre deux collèges que nous allions fermer. Un dans le centre-ville plutôt bourgeois et l'autre dans la ZUP plutôt populaire. Eh bien, les bourgeois ne voulaient pas se mélanger avec les gens de la ZUP et les gens de la ZUP ne voulaient pas se mélanger avec le centre-ville. Donc nous n'avons pas réussi à convaincre la communauté des parents de se mélanger alors qu'il n'y avait que 300 mètres entre eux. Il y avait comme une sorte de mur invisible entre les quartiers, comme si ces gens ne se fréquentaient jamais et ne voulaient surtout pas avoir affaire les uns aux autres. Voilà une société qui se fracture. Je prends de temps en temps les transports en commun. Je vois comment la tension est palpable. Les gens, à la moindre étincelle, surréagissent, commencent sans bienveillance à se maltraiter, s'insulter. Ce pays a besoin d'union. Voilà pourquoi le service national, auprès des services de police, de gendarmerie, ceux qui veulent porter les armes porteront les armes. Il y a d'ailleurs une recrudescence d'engagement volontaire en ce moment. Et ceux qui veulent aller dans les associations, soutenir des œuvres humanitaires, nous avons beaucoup de besoins et le bénévolat baisse, pourront le faire. C'est un état d'esprit fondamental. Nous pourrons ainsi
avec les étudiants en médecine dont nous accorderons un sursis. Imaginez des déserts médicaux avec des médecins, où ce seront finalement les jeunes internes de médecine fraîchement émoulus de la faculté de médecine que nous payons avec nos impôts, à qui nous demanderons d'aller dans les déserts médicaux ruraux et urbains. Nous pourrons imaginer des garnisons dans les petites villes désaffectées qui ont perdu leur économie, de reconstituer des garnisons lorsque ces villes seront en difficulté. Et c'est finalement la France qui veut revivre, se donner la main, bâtir un projet ensemble, imaginer le brassage social, construire l'unité au quotidien, assumer le leadership politique qui porte à coopérer avec son prochain, plutôt que le combattre en permanence. C'est l'esprit unitaire de ma campagne. C'est une sorte d'alliance civile que je veux construire. Une société qui tempère la compétition par la coopération. Une société qui modère l'ultra-concurrence par la collaboration entre ses membres. Une société qui équilibre l'autorité nécessaire par la prise de pouvoir, par la responsabilité individuelle de chaque citoyen. C'est une société qui fait sa place à tout le monde. C'est une société qui n'a pas peur, parce que c'est une société qui sait se regarder dans les yeux, se donner la main lorsque c'est nécessaire. Je dois vous dire que c'est la société que je veux construire. Elle n'est pas malthusienne, elle n'est pas éliminatoire, elle est intégrante, elle est inclusive. C'est la société de la France de demain. Jean Jaurès a écrit dans son discours à la jeunesse, c'était à Albi en 1903, 2 ans avant la loi de séparation de l'Église et de l'État, les phrases suivantes. Dans notre France moderne, qu'est-ce donc que la République? C'est un grand acte de confiance. Instituer la République, c'est proclamer que des milliers d'hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action et qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, qu'ils sauront j'aime beaucoup, excusez-moi, j'écris très mal, qu'ils sauront c'est dommage, j'ai perdu le mouvement de cette belle phrase, qu'ils sauront se combattre sans se déchirer, se combattre sans se déchirer. Si ça n'est pas applicable à la loi atlantique, sur un certain équipement aéroportuaire, je veux bien qu'on me dise le contraire. Que leurs divisions n'iront pas jusqu'à une fureur chronique de guerre civile, et qu'ils ne chercheront jamais dans une dictature, même passagère, une trêve funeste et un lâche repos. Si ce n'est pas d'actualité en 2016, presque plus d'1 siècle après que ces phrases aient été prononcées, je crois que nous avons là un bréviaire pour réfléchir à ce que doit être la France. Et ensemble, nous pourrons crier haut et fort « Vive la République et vive la France !»